C'est le temps de notre café politique, le moment très attendu tous les vendredis. On va se dire un café glacé, tiens, avec les belles températures de cette semaine. Jacques Poitras, notre collègue de CBC à Fredericton. Bonjour, Jacques. Bonjour, il fait chaud déjà ici. Ah oui, vous voyez, Très chaud, alors oui. un café glacé. Et à Caraquette, on joint François Gravel, éditorialiste de l'Acadie Nouvelle. Bonjour, François. Bonjour Martine, c'est vrai qu'il fait chaud, pas au point de ralentir des ardeurs de nos Ah politiciens ben par non. contre, mais rien de comparable aux disputes aux États-Unis là, entre Donald Trump et Elon Musk, ce qui me fait réaliser qu'on est chanceux dans le fond qu'il n'y a pas plus de membres de la famille Irving qui ont des comptes Twitter en ligne au point de les utiliser dans des chicanes contre le gouvernement, sinon ça pourrait déraper assez vite, merci. Oui, oui, puis ça influence la bourse, les chiffres de la bourse. Je me disais, moi, si Ben je me oui. chicane avec mes amis, ça influence pas bien l'affaire. Mais les autres, c'est un autre niveau, en effet. OK, on arrive avec des propositions assez intéressantes cette semaine et on commence avec notre premier café. Et je vais commencer dans la capitale avec vous, Jacques, parce que je dois vous avouer que bien que j'aime beaucoup suivre la politique en général, la politique provinciale, municipale, fédérale, bon, peu importe le palier, quand vient le temps de parler du rôle des lobbyistes, quand vient le temps de parler de leur rôle dans l'appareil gouvernemental, mais aussi dans l'influence qu'ils et elles peuvent avoir, je me dis qu'on s'y intéresse peut-être pas suffisamment, mais en tout cas, ça a remonté au-dessus des discussions cette semaine, Jacques. Oui, c'est très simple. Un lobbyiste, c'est comme un consultant qui veut influencer le gouvernement pour des clients qui essaient d'organiser des réunions, par exemple, avec des ministres. C'est complètement légal. Les consultants des deux partis politiques l'ont déjà fait. Il y a des limites sur le lobbying que des anciens ministres et autres fonctionnaires peuvent faire, mais dans ces cas-ci, il n'y a aucune violation de ces règles-là. C'est pas question de légalité. C'est juste c'est pour illustrer comment les décisions sont prises. Et on a vu que certains anciens libéraux, dont Sean Graham et Brian Gallant, deux anciens premiers ministres, sont inscrits dans le registre des lobbyistes depuis l'élection de Susan Holt pour obtenir des réunions avec certains départements ou certains ministres. Et les lobbyistes sont souvent du monde qui était en politique, qui connaît, tout le monde se connaisse, tout ça. L'intéressant, c'est que Susan Holt parle beaucoup de comment ouvert elle est à rencontrer le monde, à être accessible, transparent. Elle a dit la semaine passée que personne doit engager un lobbyiste pour obtenir une réunion avec son gouvernement, avec la première ministre ou une ministre. Alors, la question se pose, pourquoi ces compagnies-là engagent des lobbyistes si ce n'est pas nécessaire d'avoir une lobbyiste pour obtenir une réunion? Susan Holt m'a dit, j'ai aucune idée. Alors, il y a quelque chose là Il y a parfois des hauts qui fonctionnaires manque. aussi, là, que c'est le fun de prendre un café avec eux, pas juste la première ministre. Hein? Absolument, absolument. Et on le voit, l'a déjà vu avec des demandes à la loi à l'accès à l'information, un courriel. Bonjour, ministre, c'est quelqu'un qui était un ancien ministre ou consultant, ils se connaissent. J'ai un client avec une idée très intéressante pour votre département. Est-ce qu'on pourrait aller avoir une café? D'une certaine façon, c'est assez innocent, mais ça montre comment les décisions sont influencées et c'est important d'en parler. Absolument, parce que ça fait partie du pouvoir, François Gravel. Exactement. Oui, tout à fait. Et Jacques l'a bien dit, il n'y a rien d'illégal dans tout ça, il n'y a aucun scandale, rien du tout. Mais je vais aller plus loin que ça. La raison pour laquelle nous savons qu'il y a autant de lobbyistes d'allégeance libérale à Fredericton et que nous savons pour qui ils travaillent et pour quelle cause ils travaillent, c'est parce qu'il y a un registre des lobbyistes. Donc, tout ça est transparent jusqu'à un certain point. Ça a pris du temps que ce registre-là devienne réalité. Il est imparfait. Il se fie beaucoup sur la bonne foi des entreprises. C'est obligatoire. Ils doivent s'inscrire, mais il n'y a pas vraiment de pénalité grave là, si jamais ce n'est pas fait. Mais bon, la plupart semblent vouloir y participer. Le registre existe. Et grâce à lui, on sait qu'il y a plusieurs entreprises qui estiment que la meilleure façon d'avoir l'oreille du gouvernement Holt, c'est d'embaucher un lobbyiste d'allégeance libérale, y compris les anciens premiers ministres Brian Gallant et Sean Graham. Faut dire que
Le Conseil canadien de l'industrie des dépanneurs a montré la voie, je pense, à tout le monde, là, en embauchant l'ancien conseiller en communication de Frank McKenna et de Sean Graham, Maurice Robichaud. Là. Son intervention, souvenez-vous, on lui a donné le crédit pour avoir influencé le gouvernement qui s'apprêtait à enlever le fameux ajusteur de carbone du gouvernement Higgs. Et ça a été mis sur la glace, ça n'a toujours pas été disparu. Et je sens qu'avec ce succès-là, de M. Robichaud, du Conseil canadien de l'industrie des dépanneurs, pas mal de monde se sont dit on va utiliser la même formule. On va se tourner vers d'anciens libéraux, nous aussi. L'important, je répète, c'est que ce soit transparent, qu'on le sache, qu'on soit au courant qui fait du lobbyisme, avec quel objectif. Ça reste, j'imagine, jusqu'à un certain point étonnant là, de voir autant de libéraux devenir lobbyistes en si peu de temps. Mais jusqu'à un certain point, ça reste quand même moins problématique que la situation que nous avons vécue au cours des 6 dernières années avec le premier ministre Blaine Higgs, qui confondait souvent les intérêts de son ancien employeur, Irving Oil, avec ceux du Nouveau-Brunswick. Irving, j'ai fait le calcul hier, le nom Irving revient 25 fois dans le registre des lobbyistes. Quand même. OK, passe. Je veux juste ajouter, Martine, Jacques, que j'ai déjà parlé à un lobbyiste qui n'était pas tellement triste que les journalistes faisaient des reportages parce que ça montrait au public qu'ils avaient de l'influence. Ah ben oui, amenez-en des clients. Pourquoi pas? C'est du bon publicité. Ben oui. OK, passons au prochain sujet. On a vu, Jacques et François, qu'on n'entendait pas à rire, qu'il y avait du boulot à faire, puis qu'on voulait travailler avant la fin de cette session législative, avec tout ce qui a entouré le fait d'avoir un calendrier précis pour savoir à quoi s'en tenir sur les heures de travail plus tard le soir. Alors, l'heure est au bilan de cette session parlementaire. Puis de nouveau, tiens, je vais commencer avec vous, Jacques. Bien, on a vu beaucoup et la session n'est pas nécessairement terminée parce que ça se peut qu'il siégerait pour une semaine ou deux en septembre avant de terminer la session, mais disons cap pour au l'été, loyer, évidemment. la pause de pour l'été. l'été, la grande pause de l'été. Beaucoup de projets de loi adoptés, le cap sur le loyer, mais beaucoup de promesses et projets de loi qui n'ont pas vu la fin. Là. On parlait du Carbon Adjuster. Ça va être adopté aujourd'hui, mais avec un amendement qui va retarder l'effet de cette projet de loi jusqu'à temps qu'on décide quoi faire avec l'impact sur les stations d'essence. Il y avait la promesse, je l'ai déjà mentionné, pour interdire des dons aux partis politiques de l'extérieur du Nouveau-Brunswick. Pas de projet de loi sur ça. Il y avait la promesse du budget équilibré pendant la campagne libérale. On a vu un budget déposé qui n'était pas du tout équilibré. Alors, si je essaie de résumer la session, on a vu que des engagements faisaient face à la réalité, parfois la réalité économique, parfois la réalité politique. On a vu aussi une opposition PC qui hésitait à critiquer trop la substance des décisions libéraux parce qu'ils savaient qu'ils étaient populaires et ils savaient qu'il y avait des engagements de la campagne qui a été suivis. Alors, les PC cherchaient comment opposer et questionner des décisions assez populaires. Je pense que toute l'affaire avec les budgets des districts scolaires ont donné un souffle au PC. Ils ont trouvé un peu une voie qu'ils pouvaient suivre pour quelques semaines. Alors, je pense que c'est le bilan pour l'instant. Merci. De votre côté, qu'est-ce que vous retenez jusqu'ici, François? On a eu droit d'abord à un gouvernement hyperactif, comme c'est souvent le cas avec les nouveaux gouvernements, j'ajouterais. Hein. C'est normal. Quand on a un changement de régime, la nouvelle administration arrive en nous disant qu'après les ténèbres arrive la lumière. Hein. Et on a vu le gouvernement hôte agir sur une multitude de fronts. J'en ferai pas la nomenclature complète, mais je souligne quand même la réécriture de la politique, cette centrée sur l'identité de genre dans les écoles. C'est fou de penser que dans ce dossier-là, qui a fait l'actualité pendant presque 2 ans, et qu'on en parle maintenant à peu près plus, ça s'est réglé. Un autre dossier qui traînait depuis des décennies, l'accès à l'avortement, plus précisément le remboursement par l'assurance maladie des interruptions de grossesse survenues hors des hôpitaux. Là aussi, on parle de quelque chose qui a été controversé, qui a été débattu pendant des années et que le gouvernement hôte a soudainement réglé très rapidement et définitivement. Plusieurs promesses électorales majeures qui ont été respectées, hein, les primes aux infirmières, le plafonnement des loyers, le rabais sur l'électricité. Mais on a vu aussi les libéraux frapper à quelques reprises
brise le mur. On vient de parler de l'ajusteur de carbone qui devait être supprimé, qu'il va l'être, mais pas tout à fait dans la réalité. La promesse des budgets équilibrés qui ne sera pas respectée, Jacques vient d'en faire mention. Et, quand on parle des restrictions en éducation, je me demande si on ne va pas dire après coup que c'est là que la lune de miel des libéraux a pris fin. C'est le moment, en tout cas, où l'inexpérience du gouvernement qui fait ses premiers pas, et si on voit en politique, c'est là que ça a apparu le plus. Le dossier était mal géré, je vous dirais. Les libéraux sont en train de reculer, du moins en partie, et on ne sait pas où tout ça va se terminer. On va passer au troisième sujet. Je vais commencer avec vous, François, à Gravel, à Caraquette. Là, au sortir de la rencontre entre les premiers ministres des provinces et territoires avec le premier ministre Carney, on aurait dit que il manquait juste les arcs-en-ciel et la petite musique d'arc en bruit de fond d'arpe, parce que c'était tellement l'harmonie totale sur tous les fronts. Chacun avait sa liste. On croit que peut-être que le premier ministre est un peu le Père Noël. Tous les projets ne pourront pas aller de l'avant, mais je voudrais vous entendre sur ce que vous avez retenu de cette rencontre au sommet à Saskatoon en début de semaine. Bien, ce que j'ai retenu, c'est que la première ministre Susan Holt s'est fait jouer un tour, dans le fond. Hein. Un de ses projets dans sa liste, comme vous dites, là, au Père Noël de Martine, c'était le projet d'oléoduc d'Énergie-Est de l'Alberta jusqu'au Nouveau-Brunswick. Projet qui est mort et enterré. Aucune entreprise pétrolière n'a exprimé l'intention de le ressusciter. Mais malgré tout, on voit les politiciens passer un temps fou à défendre cette idée-là, surtout pour faire plaisir à l'Alberta. Mais là, dans ce cas-ci, à la réunion, on a appris que l'Alberta, dans le fond, ne croit plus vraiment à la possibilité que le tuyau soit construit à travers le Québec jusqu'à Saint-Jean et a lancé l'idée plutôt de le construire vers la baie d'Hudson. Et je ne sais pas à quel point le gouvernement Holt a été prévenu à l'avance de cette situation-là, mais ils se sont tournés de bord assez rapidement quand même, là, en annonçant que finalement, oui, l'oléoduc, on le souhaite, mais de toute façon, un gazoduc, ça nous ferait plaisir aussi. La construction serait un peu moins dispendieuse. Je crois qu'on parle quand même de milliards de dollars ici, mais on parle d'un projet de moins grande ampleur quand même, malgré tout. Alors, l'opposition conservatrice dans tout ça au Nouveau-Brunswick s'en est mêlée en disant qu'est-ce qu'elle souhaite vraiment, c'est l'oléoduc. On a besoin du pétrole de l'Alberta jusqu'à Saint-Jean. Mon sentiment est que ni Énergie-Est, ni le gazoduc, on ne verra ça ici. Il y a autant de chances que ça se réalise que de voir les mini-réacteurs nucléaires du gouvernement précédent être construits ici au Nouveau-Brunswick. C'est intéressant, Jacques, parce qu'on ne sait pas là, si elle s'est fait tirer le tapis de sous les pieds, puis, ou si elle savait là, qu'on allait arriver avec cette solution alternative-là à la rencontre des premiers ministres. Mais il y a une chose qui est sûre, on compte beaucoup sur ce momentum pour faire un terrible travail d'innovation et d'entreprise du Nouveau-Brunswick, puis de forage en tout genre. On a l'impression que c'est l'âge d'or, là. Ben, du momentum, c'est pas des déclarations des premiers ministres qui vont changer la réalité. Énergie-Est est mort, comme François a dit. Tout le monde sache que c'est plus facile de construire un oléoduc à la côte de Colombie-Britannique, sauf le ministre de l'Énergie du Colombie-Britannique cette semaine a rejeté l'idée. Il dit que c'est pas acceptable à la province. Alors déjà, on voit ce momentum qui rencontre des réalités politiques, des tendances politiques qui existent toujours. C'est ça change pas. Exactement. On parle d'un gazoduc au nord du Nouveau-Brunswick. On parle pendant 30 ans d'une branche de le gazoduc au sud du Nouveau-Brunswick pour l'éloigner au nord du Nouveau-Brunswick. La réalité, le marché libre nous dit qu'il n'y a pas assez de clients industriels pour que ça soit rentable. Alors, on peut rêver de ce gazoduc, mais ça ne change pas le fait qu'il doit y avoir une entreprise qui pense que ça soit rentable, qui va le préposer, qui va dépenser d'argent, qui va aller chercher des investisseurs. Alors, c'est très difficile. Tim Houston veut brancher le réseau de transmission électrique de Nouvelle-Écosse au reste du pays pour envoyer l'énergie éolienne dans l'Ouest canadien. Ben, les électrons là, qui allument nos lumières dans nos studios, on ne peut pas dire que cet électron-là vient d'une éolienne de Nouvelle-Écosse. On peut seulement dire qu'il y a 35 % de l'énergie sur le réseau qui est éolien. Alors, comment vendre cet électron-là jusqu'à Regina ou Winnipeg? Je ne sais pas comment ça va fonctionner. Il y a beaucoup de défis et ça va être difficile de maintenir cet momentum politique quand on arrive au moment que quelqu'un, je ne sais pas qui, doit dépenser de l'argent. Oui, très intéressante perspective. On va passer
à vos cafés. Et alors qu'il soit froid, glacé ou chaud, je commence avec vous à Caraquette cette semaine. François Gravel, vos cafés. Ah, le premier café chaud quand même, ouais, c'est beaucoup plus tard dans l'après-midi que les grosses chaleurs frappent là, quand même. Et je le donne à l'ensemble du caucus progressiste conservateur à Fredericton, qui a réussi à faire adopter à l'unanimité avec les libéraux et les Verts à la législature une motion déclarant que la violence fondée sur le sexe est une épidémie. Après coup, les femmes députées des 3 partis représentés à l'Assemblée législative ont pris une photo ensemble. C'est les conservateurs qui nous l'ont fait parvenir devant l'édifice de la législature avec un de ces fameux portraits là, où on montre une femme sans visage là, mais qui a été tuée. Je trouve toujours ça bien quand les représentants de tous les partis mettent de côté pendant quelques minutes les lignes partisanes au profit d'une cause commune. Et c'est ce qui est arrivé dans ce cas-ci. Et l'autre café, au ministre responsable du logement, là, David Hickey, qui a annoncé que les hausses de loyer continueront d'être plafonnées à 3 pour une autre année jusqu'en mai 2026. Une décision, on le devine, qui n'a pas dû être très difficile à prendre. Hein. C'est une mesure populaire qui aide beaucoup de gens, même si elle n'est pas appréciée par les propriétaires immobiliers. Alors, les libéraux qui l'ont adoptée à la suite de leur arrivée au pouvoir ont décidé de la maintenir. Ce n'est pas une surprise. OK, on passe à vos cafés maintenant. Fredericton, Jacques. Un double espresso pour le député conservateur Mike Dawson, qui a réveillé beaucoup de monde dans le parti PC provincial hier avec une entrevue. Il a accordé au Telegraph Journal où il a dit qu'il y a une atmosphère toxique dans le parti provincial et que le chef Glenn Savoy agit de la même façon que Blaine Higgs a fait et qui a donné son appui à Daniel Alain comme chef. Alors, un vrai missile envoyé au parti PC par l'ancien député provincial Mike Dawson. Et café sucré pour plusieurs députés qui ont travaillé depuis longtemps pour adopter un calendrier permanent à l'Assemblée législative. Récemment, Megan Mitton, Isabelle Thériault ont poussé ce dossier-là. Finalement, c'est les PC qui l'ont proposé, le format, avant les élections, et c'est les libéraux, Susan Holt, le chef parlementaire Marco Leblanc, qui a finalement fait adopter ce calendrier-là cette semaine, qui va donner les députés qui sont des parents des jeunes enfants la capacité de planifier leur vie un peu plus facilement pour qu'ils puissent rester en politique et pas être en conflit avec leur vie familiale. Alors, café sucré à tous. Absolument. Eh bien, à tous les deux, bon café glacé cet après-midi, quand il fera plus chaud, mais en attendant, merci pour l'excellent café politique, comme toujours. À la semaine prochaine. Au plaisir. Merci, bye. Merci beaucoup. On continue de suivre les reportages de Jacques Poitras à CBC, Nouveau-Brunswick, bien sûr, et les éditoriaux de François Gravel dans l'Acadie Nouvelle.